Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, docteure en neurosciences, conférencière et thérapeute. J'accompagne en particulier des personnes qui souffrent de traumatisme et j'étudie le traumatisme depuis 2003. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble 8 pièges du traumatisme. Et avant tout, j'aimerais vous féliciter parce que cette vidéo que vous regardez est la 3e vidéo de cette série. Et évidemment, si vous n'avez pas vu la première et la 2e vidéo, je vous demande d'arrêter celle-ci tout de suite et de regarder les onglets au-dessus de la vidéo. Vous allez voir l'accès pour la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2 que je vous recommande de regarder avant celle-ci, puisque vous allez voir qu'il y a des informations importantes sur lesquelles je me base pour vous expliquer le contenu de cette vidéo d'aujourd'hui. En particulier, si vous avez vu la première et la 2e vidéo, vous savez désormais qu'il est fondamental de distinguer le trauma du traumatisme. Le trauma, c'est tout événement dangereux, ou en tout cas tout événement qui a activé en vous une réaction de défense parce que vous auriez perçu une menace, un danger. Et il n'est pas question pour moi ici de parler du trauma, dans le sens où si vous subissez actuellement n'importe quelle forme de violence ou d'agression, il est fondamental de vous sortir de là tout de suite. Trouvez de l'aide immédiatement. Le sujet dont je traite, c'est le traumatisme, c'est-à-dire une forme de stress chronique qui est maintenue bien au-delà des événements qui ont pu déclencher cette activation défensive. Et donc, tout au long de ces vidéos et dans mon travail d'accompagnement, je vous aide à identifier ces modes de fonctionnement qui ont été adoptés inconsciemment et involontairement et qui affectent votre qualité de vie aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'explique dans la première et la 2e vidéo. Le trauma, c'est ce qui vous est arrivé, et le traumatisme, c'est un mode de fonctionnement qui est géré par le système nerveux autonome et qui vous maintient malgré vous et à votre insu parfois dans un état interne de fuite, de lutte ou de figement face aux événements de la vie. Et comme je vous le disais, ce mode de fonctionnement est modifiable, mais non pas par la seule volonté, mais bien en transformant à nouveau votre mode de fonctionnement, votre réactivité physiologique au stress. Si vous regardez cette vidéo d'aujourd'hui, vous êtes rendu jusqu'à la 3e, je veux vous féliciter parce que vous avez la lucidité de voir vos difficultés, de vous intéresser à votre mode de fonctionnement, d'avoir le courage de vous engager dans un nouveau chemin. Vous faites des efforts pour être heureux, pour être heureuse, pour avoir une vie meilleure. Et c'est la seule et meilleure manière de rendre ce monde, au niveau collectif, meilleur. En devenant soi-même une meilleure version de soi, on contribue à un meilleur monde au niveau collectif. Et vous savez, beaucoup de personnes, et je m'inclus là-dedans, beaucoup de personnes croient, donc avec raison à mon avis, que le monde irait mieux s'il y avait moins de crimes, moins de violence, moins d'injustice, et c'est totalement vrai. Mais en même temps, voyez à quel point les personnes qui ont tracé leur chemin de résilience à travers dans ce monde difficile souffrent moins de la violence, des crimes et de l'injustice et d'autres sources de blessures. Donc, vous le savez peut-être déjà, et il est bon de garder cela à l'esprit, c'est que guérir du traumatisme, ce n'est pas s'immuniser contre la douleur ou les épreuves, ce n'est pas non plus la disparition de symptômes, ni la capacité d'effacer le passé. Guérir du traumatisme, c'est se construire, se reconstruire une meilleure vie
avec ce qui s'est passé, en faisant une place aux difficultés, aux épreuves. Et nous voulons tous une meilleure vie. Et en tout cas, le contraire serait inquiétant. La qualité de vie, votre qualité de vie, elle dépend essentiellement de 2 sortes de facteurs. Ceux qui sont hors de votre contrôle et ceux qui sont sous votre contrôle. Dans ce qui est sous votre contrôle, il y a des actions, des habitudes constructives et vous avez très certainement, comme tout le monde, des habitudes contre-productives qui vont à l'encontre de votre ambition d'une meilleure vie. Et parmi ces habitudes contre-productives, certaines sont liées à la physiologie du traumatisme que j'ai commencé à vous expliquer à travers cette série de vidéos. Autrement dit, parmi vos habitudes, et peut-être certaines sont conscientes, mais parmi vos habitudes, vous savez que certaines renforcent peut-être votre impuissance, et pourtant, vous continuez parce que vous n'avez pas trouvé une réelle manière de changer. Et ce qui est difficile à changer dans ces habitudes, c'est qu'elles découlent d'un mode de fonctionnement enraciné dans une physiologie involontaire de stress chronique. D'accord ? Alors, si vous vous trouvez dans ce genre de situation ou dans ce genre de questionnement, j'aimerais vous dire que je suis bien placée pour vous comprendre parce que je suis passée par là. Et je suis restée longtemps aux prises avec des habitudes qui, à mon insu, entretenaient ce stress traumatique interne. Et je peux vous dire que ces habitudes-là, et ce mode de fonctionnement, je l'observe aussi chez les personnes que j'accompagne. Il en est question dans toutes les formations que je suis sur le traumatisme. C'est pour cette raison que je fais ces vidéos. Pour moi, le traumatisme est devenu un sujet d'étude à temps plein et je l'ai traversé personnellement, je l'ai étudié scientifiquement, j'ai étudié ce que d'autres en disent et ce que je souhaite faire, c'est vous livrer les clés que j'ai découverte à travers tout ce cheminement. Si cette compréhension, ces clés vous sont utiles, eh bien tant mieux, c'est vraiment mon but, de vous soutenir dans votre cheminement. Mais si ça vous semble inapproprié pour vous ou inutile, il est évident que vous les laissez tomber. Et je ne prétends absolument pas détenir une vérité absolue. Donc faites votre propre chemin, et d'ailleurs c'est bien cela la résilience, c'est faire votre chemin, tracer votre voie de manière personnelle et individuelle, sachant qu'évidemment nous sommes un tissu humain avec beaucoup de points communs et la capacité de nous soutenir mutuellement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous dire quelques pièges. Donc, pourquoi je parle de pièges ici? Parce qu'il s'agit d'habitudes que vous avez peut-être adoptées pour faire face, pour surmonter le traumatisme et qui paradoxalement ont un effet contraire. Et je vous invite particulièrement dans cette vidéo d'être bienveillant avec vous-même. Et vous le savez très bien que prendre conscience de certaines habitudes autodestructrices peut être douloureux. Vous pourriez avoir des réactions de résistance ou des réactions défensives. Votre ego, en quelque sorte, pourrait ne pas aimer entendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dites-vous que les blessures d'ego ne sont pas mortelles. J'en suis la preuve vivante. Mon ego a été très bousculé dans mon cheminement. Et je suis aussi la preuve vivante que toutes ces habitudes contre-productives sont transformables. Vous savez, tous les pièges que je vais vous nommer aujourd'hui, j'en suis la première experte. Et encore aujourd'hui, je peux retomber dans ces pièges.
La différence entre aujourd'hui et il y a quelques années, c'est que je m'en rends compte de plus en plus vite et surtout je sais comment en sortir. Et donc c'est ça toute l'idée derrière cette prise de conscience, cette vigilance par rapport à nos propres pièges, c'est d'en devenir conscient, d'être capable de détecter au niveau sensoriel, au niveau comportemental, au niveau de vos pensées, quand vous êtes aux prises dans ce piège, et de mettre en place des nouvelles habitudes de vie pour en sortir. Donc il est juste question de ne plus être le jouet de vos scénarios inconscients. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas dur avec vous-même, sachez reconnaître, quoi que vous fassiez et quoi que vous ayez fait, que vous avez fait de votre mieux et que vous faites aujourd'hui de votre mieux. Ne vous jugez pas, en tout cas je vous invite à ne pas vous juger, et je vous invite à ne pas juger vos propres jugements. Ça, je rencontre ça très souvent. Des personnes qui, finalement, se jugent d'être en train de se juger. D'accord ? Bien. Alors, je vais commencer par le premier piège. Le premier piège, je l'ai appelé le déterminisme. Et comme à chaque fois, je choisis des termes, je fais de mon mieux, ce n'est pas nécessairement le meilleur mot, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant pour désigner ces comportements. Alors, qu'est-ce que le déterminisme dans ce que j'essaie de vous communiquer ? C'est avant tout une croyance invisible. Et une croyance invisible, c'est finalement une réalité qui est absolue pour la personne qui est dans cette croyance. C'est-à-dire que quand on est dans une croyance, dans une forme de déterminisme, il est difficile, voire impossible de concevoir que cela puisse être autrement. Et en l'occurrence ici, le déterminisme équivaut à croire que le trauma, c'est-à-dire ces événements difficiles que vous avez vécus, sont la cause de votre souffrance. Et je pense que c'est la croyance la plus toxique et la plus, enfin je ne veux pas non plus parler en termes d'absolu, mais en tout cas c'est une croyance qui fait beaucoup de tort aux personnes qui souffrent de traumatisme. Alors il est évident que le trauma est douloureux. Et il est évident que le temps est nécessaire pour un apaisement sur le plan psychologique, sur le plan physiologique. De la même manière que nos blessures physiques cicatrisent, il y a aussi une durée naturelle de la douleur du trauma. Alors je ne suis pas du tout en train de remettre cela en question. D'accord ? Donc c'est évident que le trauma c'est douloureux. Sauf que cette durée naturelle, entre guillemets, de résorption de la douleur traumatique, il ne faut pas la confondre avec l'éternité. Et, alors c'est difficile de tracer la ligne, mais à un moment donné, il y a un basculement entre cette douleur normale et naturelle du trauma et le traumatisme. C'est donc l'installation de cette souffrance à long terme qui n'a plus vraiment de raison d'être. Et la confusion vient du fait que souvent la douleur ou la difficulté est de même nature, ou en tout cas évoque ce trauma. Mais lorsque vous croyez que ce qui vous est arrivé est la cause de votre souffrance, et que votre souffrance est donc inévitable parce que vous ne pouvez pas remonter le temps pour changer les événements, donc vous êtes dans une croyance que vous êtes condamné à souffrir toute votre vie. Or, je vous le rappelle, le traumatisme, c'est un mode de fonctionnement qui est adopté au quotidien avec des réactions physiologiques, comportementales, cognitives, relevant d'une activation face à un danger extrême, mais qui n'est plus là. Et donc le déterminisme, ce piège du traumatisme, c'est que le traumatisme devient une identité
qui se substitue à votre vraie identité. C'est-à-dire que la personne en souffrance, la part de vous qui est en souffrance, devient vous. Et vous ne pouvez plus vous dissocier de cette identité-là. Alors, s'il est tout à fait naturel d'être affecté et transformé par les expériences de vie, y compris les expériences douloureuses, est-ce qu'il est souhaitable de se laisser définir par ce qui vous est arrivé ? Et croyez bien que je dis cela avec le plus profond respect pour votre parcours de vie, pour ce qui a pu vous arriver. Et je me suis vraiment posé la question, d'abord pour des raisons personnelles, comment se fait-il que nous restions coincés dans ces impasses ? Pour moi, le déterminisme du traumatisme, c'est un peu, si j'utilise une métaphore, c'est un peu comme tomber et rester par terre. Donc j'utilise une métaphore exprès parce que je trouve que le sujet est assez lourd. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des exemples trop dramatiques. Je pense que vous-même êtes capable de situer quel genre de situation est de nature traumatique pour vous. Donc je choisis cette métaphore de tomber et rester par terre. Et c'est cette incapacité à vous relever qui est le déterminisme. Et des fois, cela arrive parce que malgré vos efforts, malgré votre bonne volonté, malgré votre envie réelle de vous mettre debout, vous vous trouvez dans une incapacité à sortir des blocages physiques et psychiques qui sont la conséquence de cette chute. Et c'est là que c'est important de demander de l'aide et de vous inspirer de ceux qui ont su se relever et reprendre leur chemin. Mais je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle parfois nous restons par terre. Nous ne nous relevons pas. Et parfois c'est un besoin de justice. Lorsque vous tombez par vous-même, bon, vous pouvez blâmer personne, vous êtes tombé. Mais si c'est quelqu'un qui vous pousse par terre ou vous pousse dans un précipice, et encore là c'est une métaphore, autrement dit, si vous avez subi un préjudice, il est tout à fait compréhensible qu'il y ait un besoin de justice, de reconnaissance, de réparation, et qui parfois ne vient pas, pour toutes sortes de raisons, qui sont parfois des raisons culturelles, parfois au niveau du groupe social ou culturel dans lequel vous vivez, personne n'est capable de reconnaître que le préjudice que vous avez subi est injuste. Et à ce moment-là, il se peut que vous restiez par terre, parce que, en restant par terre, le préjudice reste visible, d'accord ? Alors que si vous vous relevez et vous continuez votre vie, ça serait un peu équivalent à minimiser le tort que vous avez subi et, finalement, à la limite, approuver ce qui vous a été fait, ne pas exiger réparation. Et donc, dans ce sens-là, des fois, refuser de guérir, préserver une posture de victime, c'est une façon de protéger vos valeurs morales et vos idéaux de justice et de respect. Et ce que je veux vous dire, c'est que votre idéal de justice n'est pas à remettre en cause. Et en même temps, vous n'avez pas à vous condamner au malheur pour préserver vos valeurs morales. Parce que, en restant enfermé dans ce déterminisme, en espérant une réparation extérieure, c'est vous que vous punissez, en vous laissant définir par vos blessures. Et c'est là que le traumatisme, cette forme de déterminisme devient vraiment vicieuse parce que vous entretenez malgré vous une souffrance dans un mode de fonctionnement qui n'est pas nécessairement un choix conscient, je le sais bien. Par contre, guérir est un choix conscient. Et donc, le déterminisme est un piège parce qu'il est à la fois une reconnaissance et une conscience du traumatisme. Si vous vivez avec cette croyance que
étant donné ce qui vous est arrivé, il est normal de vivre ce stress aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes conscient de l'impact du trauma, vous êtes proche de votre blessure, vous êtes conscient de vos difficultés, mais c'est en même temps un enfermement, une identification avec l'impuissance qui en découle. Et vous pouvez guérir, vous pouvez relancer votre résilience, d'abord parce que vous le méritez. Et comme je vous l'ai expliqué, nous savons aujourd'hui que le traumatisme, le stress traumatique n'est pas la seule conséquence au trauma. Vous pouvez, si vous le décidez et si vous vous mettez en chemin, relancer votre résilience. Alors, le deuxième piège dont je voulais vous parler, c'est ce que j'ai appelé le pseudo-pouvoir ou le faux pouvoir. Et en quelque sorte, le pseudo-pouvoir, c'est le pendant du déterminisme. C'est comme une forme travestie et faussement valorisée du déterminisme. Je m'explique. Le faux pouvoir, c'est un peu remodeler vos valeurs morales pour valoriser un échec ou une blessure. Et c'est très très toxique parce que c'est la plupart du temps, je pense que c'est inconscient. C'est une forme d'auto-sabotage dans lequel vous arrivez à vous convaincre que vous allez bien, alors qu'en réalité vous allez mal, et souvent c'est votre corps qui va vous le dire. Si je reprends ma métaphore de tout à l'heure, les pseudo-valeurs, ça serait de tomber, d'essayer de vous relever, vous échouez, vous essayez de vous relever, vous échouez, vous essayez de vous relever, vous échouez, et finalement, vous décidez de rester par terre. Et vous décidez que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de rester toute votre vie au même endroit. Et donc vous décidez de valoriser cette nouvelle posture de victime en vous faisant croire à vous-même et à votre entourage que vous l'avez choisie. Et vous arrivez vraiment à vous convaincre que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Et c'est de cette manière que certains renoncent définitivement à l'amour parce qu'ils ont eu le cœur brisé. Ça serait comme de renoncer à marcher parce que vous avez une jambe brisée, ou de renoncer à gagner votre vie parce que vous avez subi un licenciement abusif, de renoncer à poursuivre vos rêves parce que vous avez rencontré des obstacles majeurs. Je suis très consciente en disant ceci que je peux avoir l'air de tourner le couteau dans la plaie. Et croyez bien que ce n'est absolument pas mon intention. Je sais que c'est douloureux de parler de ces choses, de les évoquer. Et si ce piège ne vous mettait pas en danger, je n'en parlerai pas. Et il ne faut pas confondre ces pseudo-valeurs avec un réel changement de valeur. Imaginez, et c'est déjà arrivé, on a parlé de ça dans l'actualité, un milliardaire qui a fait finalement un vœu d'austérité et de simplicité volontaire, qui a distribué sa fortune, qui a liquidé son entreprise, non pas parce qu'il ne parvenait pas à gagner sa vie, mais parce qu'il avait envie de vivre autre chose. Et à ce moment-là, c'est un choix conscient et volontaire. Si vous décidez de vous asseoir par terre alors que personne ne vous a poussé et que vous n'êtes pas tombé, là c'est différent. Et de la même manière, il est aussi tout à fait possible qu'un trauma soit à l'origine d'un réel changement de valeur. Donc je ne suis pas en train de remettre en question vos vraies valeurs. J'essaie juste d'éveiller votre vigilance. Je vous donne un exemple d'un vrai changement de valeur à la suite d'un trauma. Un de mes clients a perdu son emploi de manière très abusive et très brutale, et finalement il s'est retrouvé à la maison à s'occuper de ses enfants à temps plein. Et grâce à cela, il a découvert une vie beaucoup plus riche, plus satisfaisante, une qualité relationnelle avec ses enfants et avec sa femme, sa partenaire de vie, qu'il n'avait jamais goûté auparavant. Et il a décidé de changer de vie et de donner plus de place dans sa vie à la vie de famille. Et de finalement
reconsidérer son rapport au travail en incluant cette nouvelle valeur familiale. Donc là, on est vraiment dans un réel changement de valeur qui enrichit sa vie. C'est un changement authentique et non pas un changement qui est consécutif à une défaite ou à un dépit. Et c'est pour ça que vous et vous seul pouvez dire ce qu'il en est. Donc ne laissez personne vous imposer sa vision et déterminer si vous êtes en accord avec vos valeurs ou si vous avez adopté une pseudo-valeur pour finalement vous adapter à un abandon, une défaite, un échec récurrent. Et vous savez très bien que quand vous vivez conformément à vos valeurs, vous êtes en paix intérieurement, vous êtes énergisé, vous êtes motivé, et cela indépendamment des jugements extérieurs. Mais si ça vous démange, ça vous gratouille là physiquement ou émotionnellement, c'est que peut-être une de vos blessures n'est pas guérie et peut-être que le pseudo-pouvoir, les pseudo-valeurs pour vous sont un piège. Et donc ce pseudo-pouvoir, c'est vraiment une illusion de contrôle qui est à la fois un éloignement de votre réel pouvoir d'action et d'accomplissement. C'est pour ça que je vous disais, c'est de l'impuissance travestie en fausse puissance et en illusion de contrôle. Et si c'est le cas, si c'est quelque chose que vous pensez vivre dans un domaine de votre vie, voyez avant tout que c'est l'expression d'un besoin de dignité. Parce que c'est un fait éminemment humain d'avoir besoin d'exercer votre pouvoir personnel et d'avoir du contrôle sur votre vie et sur votre accomplissement. Et c'est donc tout à votre honneur de garder ce besoin de dignité intact, et c'est peut-être ça qui vous pousse à adopter ce pseudo-pouvoir. Mais si vous vous sentez concerné, posez-vous vraiment la question. Est-ce que vraiment en adoptant une forme de pseudo-pouvoir, une pseudo-valeur, est-ce que c'est de cette manière que vous prenez le mieux soin de vous et de votre vie, et est-ce que vous ne méritez pas mieux? Et moi je vous le dis tout de suite, vous méritez mieux. Vous n'avez pas besoin de savoir immédiatement comment poursuivre un rêve, comment poursuivre un but qui vous fait vibrer. Vous avez pour l'instant juste besoin d'avoir envie de regagner votre vrai pouvoir personnel. Alors, je passe maintenant au troisième piège que j'ai nommé la fuite. Et évidemment, la fuite, il y a plusieurs manières de la vivre, de l'exprimer, mais c'est avant tout une fuite de soi. Une fuite de l'instant présent et qui se manifeste dans votre double nature, c'est-à-dire matérielle et énergétique, puisque vous avez un corps, donc c'est la dimension matérielle de votre être, et vous avez une conscience. C'est ce que je désigne par la dimension énergétique. Et la fuite de soi, elle se répercute sur ces deux dimensions, le corps et la confiance, et la conscience. Alors, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez compris que le corps et la fuite du corps est une racine physiologique du stress traumatique. Je ne reviendrai pas en détail là-dessus. Retournez notamment à la vidéo numéro 2 si vous voulez revoir comment la fuite du corps est une réaction de protection face à cette souffrance physiologique. Et elle se manifeste soit par des troubles somatiques, de toutes sortes de symptômes d'origine mystérieuse, mais aussi une distanciation par rapport au corps, parce que sentir son corps est inconfortable, et ce rapport au corps et aux émotions peut être perturbé. Il peut y avoir aussi une réaction de désamour du corps, c'est-à-dire si vous n'aimez pas votre corps. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous aimez votre corps? Et je ne parle pas sur le plan esthétique.
Mais comment prenez-vous soin de votre corps? Comment soignez-vous votre corps? Au niveau alimentaire, est-ce que vraiment vous prenez la meilleure nourriture pour vous? Est-ce que vous vous donnez la quantité et la qualité de sommeil que vous méritez? Prenez-vous assez de repos? Vous donnez-vous une compagnie agréable? Avez-vous de la gratitude pour votre corps? C'est ça, aimer son corps, c'est prendre soin de soi et être capable de ressentir votre corps, d'être à l'aise avec. Donc ça, c'est la fuite de soi à travers le corps. Pour ce qui est de la fuite au niveau de la conscience de soi, souvent elle se manifeste par soit carrément se préoccuper de tout et de tout le monde sauf de soi, ou parfois c'est plus subtil, ça peut être un surinvestissement dans votre conscience conceptuelle, c'est-à-dire entretenir des représentations abstraites, des analyses de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, qui peuvent être très analytiques, qui peuvent vous donner parfois l'illusion d'être vraiment conscient de qui vous êtes. Néanmoins, si vous n'avez pas cette capacité de vous ancrer dans votre conscience somatique ici, maintenant, eh bien cet excès d'analyse de vous-même ou des autres devient une fuite pour ne pas penser à votre situation actuelle, à vos enjeux actuels. Et la fuite peut devenir une forme de pensée obsessive, y compris concernant le trauma. Vouloir absolument savoir ce qui s'est passé, comprendre, analyser. Et je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, comprendre ce qui s'est passé pendant le trauma n'est ni nécessaire ni suffisant pour guérir. Et c'est dans ce sens que ça peut devenir une fuite. Ce qui est utile, c'est apprendre et agir différemment dans le présent pour un meilleur avenir. Mais ressasser le passé et vous projeter dans un futur lointain ou dans d'autres considérations qui ne concernent pas votre enjeu ici maintenant, c'est une fuite. Et cette fuite d'ailleurs fait le lit de la procrastination et de l'anxiété. Et entendez bien que je ne suis pas en train de dire non plus que l'analyse de soi est inutile. Elle peut être très utile si elle vous sert à apprendre de votre propre expérience et à vous mettre en action. Mais méfiez-vous de l'excès d'analyse qui est un piège, qui est un évitement de l'action et qui nourrit volontiers donc l'anxiété, l'impuissance. Et c'est en cela que la fuite est un piège. Et ensuite, il y a des façons très diverses et très sophistiquées de vivre la fuite. En particulier, vous pouvez avoir une version très destructrice qui se manifeste par des dépendances toxiques à l'alcool, à la drogue, trop manger, trop regarder de télé, ou toute n'importe quelle consommation compulsive qui vous éloigne de vous. Et je vais en parler davantage tout à l'heure. Maintenant, il y a une version qui est un petit peu plus constructive de cette fuite de soi, qui est d'être au service des autres. Parce qu'évidemment, si vous ne vous occupez plus de vous, vous pouvez, et que vous restez dans l'action, vous pouvez être de nature sacrificielle, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre au service des autres. Et encore une fois, tout service pour autrui n'est pas un sacrifice de soi. Et c'est là que la question centrale, comment prenez-vous soin de vous, a toute son importance. Est-ce que vous vous accomplissez à travers votre activité de don de vous-même ou de sacrifice, ou est-ce que vous vous éloignez de ce qui vous fait vibrer? Et encore une fois, vous et vous seul avez la réponse. Vous savez, dans l'avion, quand on vous explique les procédures de secours en cas de dépressurisation dans la cabine de l'avion,
on va vous dire, vous allez avoir un masque à oxygène qui va tomber devant vous et mettez votre masque avant d'aider votre voisin. C'est un petit peu ça. Dans la vraie vie, il est aussi très important d'abord de prendre soin de soi, puis d'aider les autres. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque beaucoup de thérapeutes sont sacrificiels. Et il y a beaucoup de burn-out, de fatigue, de compassion dans toutes les professions d'aide. Alors, si toutes les personnes, tous les professionnels du soin, de la thérapie, de l'aide ne sont pas sacrificiels, et heureusement, ils ne tombent pas tous dans la fatigue de compassion, c'est important de vous demander comment vous rechargez vos batteries. Et surtout d'entendre quelle est la difficulté derrière la fuite. Quelle que soit la manière dont vous allez fuir votre corps, votre présence ici maintenant à ces enjeux de vie, à vos rêves, voyez que cette difficulté, ce n'est pas de la lâcheté, cette fuite, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est peut-être l'expression d'une difficulté à contenir la souffrance, à vivre avec un corps, une physiologie qui vous font défaut, à accepter l'état du monde de violence, d'injustice, d'imprévisibilité, tout ce qui est incontrôlable dans la vie. Et donc, au lieu de vous juger, ayez assez de compassion pour vous donner les moyens d'accepter votre incarnation. Et j'en parlerai davantage dans la 4e vidéo qui viendra dans quelques jours. Il ne s'agit pas de vous résigner, mais de faire des choix et de poser des actions qui vont vous donner les moyens de redresser votre situation. Si vous sentez que depuis trop longtemps, vous êtes dans une fuite de cet enjeu central du sens de votre vie. Alors, 4e piège, je l'ai appelé la démission. Et peut-être que vous allez vous dire, est-ce que la démission et la fuite, ce n'est pas la même chose ? Je vous dirais que la fuite, c'est une attitude active. D'accord ? Vous faites des choses pour occuper votre attention ailleurs que dans votre corps ou ailleurs qu'ici et maintenant. Et d'ailleurs, vous pouvez être hyper actif et très efficace dans la fuite. Rien n'est complètement blanc ou noir. Il y a des avantages aussi secondaires à cette fuite. C'est pour ça souvent qu'on adopte de ce genre d'habitude d'ailleurs. Mais donc la démission est une attitude passive comparativement à la fuite qui est active. Donc la démission c'est un peu un aboutissement extrême peut-être de la fuite. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un pont à faire ici. Mais pour moi, ça serait confondre le lâcher-prise et le laisser tomber. Parce que j'entends très souvent ça. Oui, il faut que je lâche prise, ou bien « Oh, j'ai lâché prise sur ceci ou cela ». Et je vous avoue que des fois, je suis un petit peu découragée de voir cette confusion entre lâcher prise et laisser tomber. Donc, lâcher prise, c'est renoncer à contrôler ce qui est incontrôlable, et c'est finalement très sage. Par contre, laisser tomber, c'est abandonner votre pouvoir de contrôler ce qui est contrôlable. Et laisser tomber, ça nourrit l'impuissance. Et donc, la démission est tout à fait symptomatique d'une attention qui est focalisée sur ce qui est incontrôlable. Et c'est évident que si vous regardez tout ce qui est hors de votre contrôle, en particulier le trauma subi ou toutes les sources de stress et de difficultés extérieures, si vous focalisez là-dessus, à la longue, évidemment que vous allez démissionner. Mais cette fuite de votre souffrance devient une fuite existentielle et une forme de refus d'incarnation. Et à l'extrême de la démission, il y a le suicide, malheureusement. Le suicide est l'expression d'une détresse et d'une perte de pouvoir sur sa vie. Et en tous les cas, d'une perte de goût de vivre et de la joie de vivre ontologique. Et la perte de la joie, c'est vraiment quelque chose qui est très présent quand on souffre de traumatisme chronique.
Donc comprenez que cette démotivation existentielle est le résultat du renforcement de l'impuissance. Et c'est là que certains vous diront, oui, mais quand on veut, on peut, il n'y a qu'à, faut que, c'est de ta faute, ressaisis-toi, et blablabla. Eh bien, attention, là, ces personnes qui vous disent ça sont certainement très bien intentionnées à votre égard, parce qu'elles voudraient que vous vous remettiez en action. Donc je ne vous mets pas en garde contre ces personnes, mais contre le message de c'est ta faute, vas-y, pousse. Qu'est-ce que je vous disais là? Quand on veut, on peut, etc. Or, il n'y a que vous qui sachiez vraiment, est-ce que votre démission, votre inaction, est-ce que c'est un manque réel de bonne volonté? Ça peut arriver parfois, hein. Tout le monde peut être pris par un accès de paresse, c'est tout à fait naturel. Mais vous pouvez dire, est-ce que c'est vraiment un manque de bonne volonté ou une réelle difficulté à relancer votre élan vital et votre goût de vivre? Si c'est une crise existentielle de foi, de confiance dans la vie, comprenez que c'est une conséquence du traumatisme et que vous pouvez en sortir. D'ailleurs, cette démotivation, cette démission, parfois, elle est invisible parce que vous continuez à donner le change. Parfois, personne ne sait que intérieurement vous avez abandonné. Parce que vous continuez à travailler, vous continuez à vous occuper des enfants, vous faites comme si de rien n'était. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas de la paresse. Mais il se peut que ça devienne visible lorsque vos actions n'aboutissent pas, parce que vous n'y croyez pas, et que fondamentalement vous n'allez pas jusqu'au bout, parce qu'il y a ce à quoi bon là qui résonne en permanence, ce monde est trop cruel, ou je ne suis pas à ma place, ou je suis écœurée, etc. Donc dans la démission, nous sommes au paroxysme de l'impuissance, que je vous ai décrit comme 5e caractéristique dans la 2e vidéo, et comme je vous l'ai déjà dit, on ne combat pas l'absence de puissance par l'inaction. La motivation existentielle, c'est comme un muscle qui croît avec l'usage et qui s'atrophie dans l'inaction. Et le temps n'arrange pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, misez votre espoir sur ce qui est hors de contrôle, c'est vous en remettre à la chance, alors que vous auriez avantage à miser sur ce qui est sous votre contrôle. Et donc, si vous ne voyez pas ce qui est sous votre contrôle, eh bien, vous avez peut-être besoin d'un changement de perspective, et c'est là que vous faire aider pourrait vous soutenir à élargir votre vision, trouver des nouvelles solutions. Ça ne se fait pas par magie, ça nécessite un effort, et j'en parlerai aussi davantage dans la vidéo numéro 4. Alors, 5e piège que je voulais vous partager, j'espère que ça va, vous pouvez faire des pauses, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous taper ça d'un coup, mais je vous ai promis que je vous analyserai pour vous les 8 pièges du traumatisme, et je le fais. Donc, 5e piège, je l'ai appelé l'enfermement, l'isolement. Et vous le savez désormais, et vous le saviez peut-être déjà, c'est évident que le sentiment d'insécurité est central dans le traumatisme. Et que par conséquent, l'isolement, l'enfermement, l'évitement semblent a priori des stratégies efficaces. Alors, si ces stratégies sont très efficaces pendant un trauma, des fois juste se cacher, faire le mort, le temps que l'événement passe, ça peut vous sauver la vie, et réellement il y a des personnes qui ont sauvé leur vie comme ça, vous le savez, dans des attentats notamment, ou des attaques, ou des hold-up, de se cacher et finalement de se retirer de la situation dangereuse. Ça permet d'attendre que l'orage passe, et puis ça peut concrètement vous sauver la vie. Donc ça peut être très judicieux pour se protéger en cas de danger réel et imminent. Et il est aussi parfois nécessaire de se retirer du monde pour guérir ces blessures physiques, émotionnelles, psychiques. Le danger, c'est lorsque l'évitement, l'enfermement, l'isolement devient une habitude. Okay ? Si vous vous fracturez un os, imaginez que vous vous cassez la jambe,
l'immobilité va être nécessaire pour une bonne guérison, pour que votre os se ressoude dans la bonne position, pour que vos tissus cicatrisent. Mais une fois que l'os est réparé, qu'il est réellement réparé et vos tissus sont régénérés, plus vous prolongez l'immobilité et plus vous consolidez un handicap. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la dimension affective et psychologique. Donc, autant vous avez intérêt à prendre un temps d'intégration pour faire un deuil, faire une digestion émotionnelle, il est néfaste que cet isolement, cet enfermement, les stratégies d'évitement deviennent une habitude défensive à long terme. Si vous faites ça, vous vous retrouvez à être à la fois le bourreau et la victime. Puisque éviter les situations difficiles, c'est éviter d'apprendre, c'est éviter de grandir, c'est éviter de guérir. Et nous sommes des êtres sociaux par nature, donc aller dans le monde, aller vers les autres est nécessaire à notre épanouissement, à notre accomplissement en tant qu'humain. Alors quand aller dans le monde est l'occasion de renforcer vos compétences, l'évitement ne fait que retarder l'échéance et fait grandir la peur de retourner dans le monde. Et l'isolement est donc une source de traumatisme secondaire, d'aggravation. Il est très 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 fréquent d'avoir de la difficulté à demander de l'aide lorsqu'on souffre de traumatisme et d'entretenir finalement un fantasme d'autosuffisance qui est encore une fois une confusion entre autonomie et indépendance. L'autonomie, moi je suis à 1000% pour. Je vous encourage à être autonome. L'autonomie, c'est être en mesure de prendre soin de soi en interdépendance. Reconnaître que nous avons besoin les uns des autres et que de demander de l'aide, collaborer, coopérer, se faire aider, aider les autres, c'est être autonome dans la mesure où vous vous sentez libre de ces interactions-là. L'indépendance, c'est de vouloir vous passer de tout le monde, n'avoir besoin de personne. Et c'est totalement irréaliste. Donc vous voyez comment l'isolement, l'évitement est un piège subtil qui exprime la difficulté à répondre à votre besoin de sécurité dans le monde. Se retirer du monde, ce n'est pas peut-être pas la meilleure façon de vous mettre en sécurité. Encore une fois, je vous le dis, en cas de trauma, c'est très judicieux. Mais là, je vous parle de traumatisme. Vous n'êtes plus en danger. Et c'est certain qu'une dose de rationalisation face aux peurs va être important. Mais il y a avant tout un message à transmettre à cette partie plus primitive du cerveau qui doit recevoir un message de sécurité. Et ce cerveau-là n'est pas rationnel. Donc, il y a une différence à construire une sécurité par l'évitement et construire une sécurité par l'action. Si par exemple, vous avez peur de sortir seul parce que, je ne sais pas, vous vivez dans un quartier dangereux, ou vous avez subi une agression, ou vous êtes tombé, votre hanche est fragilisée, j'en sais rien. Vous pouvez avoir d'excellentes raisons d'avoir peur de sortir. Ce que je vous demande, c'est ne pas ignorer votre peur, c'est au contraire de l'entendre et d'entendre ce besoin de sécurité. Qu'est-ce que vous pourriez faire au lieu d'éviter de sortir? Vous pourriez demander à quelqu'un de vous accompagner, une personne en qui vous avez confiance, qui vous sécurise. À ce moment-là, vous retournez dans le monde dans un contexte sécurisant au lieu de vous enfermer chez vous. D'accord? C'est un petit exemple que je vous donne en passant comme ça pour que ce soit plus clair et j'irai beaucoup plus loin dans la 4e vidéo pour les solutions. Alors, 6e piège, je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la fuite. Le 6e piège, ce sont les dépendances. Et les dépendances sont un piège à part entière
pour le comprendre, vous devez savoir un petit peu comment votre cerveau fonctionne. Vous savez que votre système nerveux, le système nerveux, est orienté vers une recherche de valeur, de gain. Je ne parle pas de gain en termes financiers, mais en termes de qualité de vie, de sens. Toute action comportementale a une conséquence qui est enregistrée par votre système nerveux, encore une fois à votre insu, sous forme de gain ou de perte. Et donc, vos comportements inconscients sont optimisés entre guillemets pour maximiser les gains autant que possible et minimiser les pertes. Et en termes de gains, il y a deux sortes de gains. Il y a les gains immédiats et les gains différés. Autrement dit, lorsqu'il y a un comportement, il se peut que le gain, la valeur ajoutée arrive tout de suite ou que le gain se produise après des heures, des jours, des mois, des années. Donc parfois, le conflit qui est vécu intérieurement par votre système nerveux et qui se répercute au niveau d'un inconfort, c'est lorsqu'il y a un conflit entre un gain immédiat et un gain différé. Et le stress traumatique est une expression de ce conflit de gain entre, ce conflit d'intérêt entre le gain immédiat et le gain différé. Le stress traumatique, comme je vous l'ai dit, c'est un mode de fonctionnement actuel qui est contaminé par un état d'alerte de danger de survie, alors qu'il n'y a pas de réel danger de survie. Mais donc, l'enjeu à ce moment-là pour votre système nerveux, c'est d'être dans un état de contrôle de votre survie. Et ça, c'est un gain immédiat. Et c'est pour cette raison que parfois, des comportements qui vous semblent complètement inappropriés d'un point de vue rationnel et conscient vont se manifester malgré vous dans des situations de stress. Parce qu'il y a ce gain de contrôle sur votre survie. Alors que le gain différé dans le cadre du traumatisme, c'est vraiment une croissance, un apprentissage, l'accomplissement de buts plus éloignés, plus élaborés, qui nécessitent de pouvoir tolérer un niveau de stress, d'anxiété, de prise de risque. Je vous rappelle ici, je ne suis pas en train de parler de situations de trauma. Je parle de situations de traumatisme où il n'y a pas de réel danger extérieur, mais votre système nerveux, lui, est dans cet état de réactivité. Et la croissance individuelle, elle est maximisée quand vous avez une capacité à tolérer un délai entre votre action et le gain. Ça me rappelle une citation de Ivanov qui disait quelque chose de ce genre: ça prend 3 semaines pour faire une laitue et 100 ans pour faire un chêne. Voulez-vous être une laitue ou un chêne ? Ça exprime vraiment bien cette capacité à tolérer le processus, à tolérer l'attente, et qui nécessite une confiance. Or, c'est évident que tolérer cette attente, tolérer l'anxiété, supporter l'insécurité de prendre des risques, ce sont des aptitudes qui sont déficientes en cas de traumatisme. Or, physiologiquement, nous avons un système de récompense qui génère du plaisir, de l'apaisement et qui renforce les circuits neuronaux pour consolider les comportements en habitude. Ce qui fait qu'à chaque répétition, nous renforçons davantage l'habitude qui devient de plus en plus facile et automatique. Souvenez-vous quand vous avez appris à conduire une voiture ou à monter à vélo, au début, ça demande toute votre concentration, toute votre attention, et plus votre système nerveux consolide ces voies nerveuses de coordination entre vos perceptions sensorielles et vos habiletés motrices, et plus cela devient automatique et vous n'avez plus ensuite besoin d'y penser consciemment.
Ben, le même processus d'apprentissage psychomoteur s'applique à tous nos comportements. Donc, en cas de traumatisme, les dépendances, je reviens aux dépendances, ce sont des habitudes de consommation ou des façons d'être en relation qui procurent des avantages, en particulier un gain immédiat en termes de contrôle et de sécurité, puisque l'habitude, c'est une répétition. Il n'y a rien de mieux pour être dans le contrôle et la sécurité. Et ce gain immédiat vous dispense de gérer l'anxiété de l'attente et l'insécurité d'un résultat d'un nouveau comportement. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous renoncez au gain à long terme. Vous abandonnez la créativité et la croissance. Autrement dit, les dépendances résultent d'un besoin physiologique de plaisir et de contrôle à court terme. Mais les effets collatéraux peuvent notamment concerner ce que vous consommez. Parce c'est évident que si vous prenez trop d'alcool, trop de sucre, trop de drogue, ou des drogues tout court, ça veut dire qu'il y a un niveau de toxicité, de même que certaines relations abusives. Si vous êtes toujours dans un mode relationnel fixe, que vous n'arrivez pas à améliorer vos compétences relationnelles, vous allez finir par subir toujours les mêmes préjudices relationnels et à forte dose ou à long terme, ça devient toxique. Tout peut devenir toxique, c'est vraiment une question de dose. Manger, c'est bien, trop manger, c'est mauvais. Respirer, c'est vital, trop respirer, ça vous met dans un état de conscience altéré qui peut vous mettre en danger. Donc ce n'est pas la drogue ou la substance ou la personne qui crée l'addiction, c'est un mode de fonctionnement neurologique qui crée la drogue. C'est ce besoin de contrôle, de répétition, de gain à court terme. Et parfois, les dépendances en cas de stress traumatique, notamment pour des substances telles que l'alcool, certaines drogues, ça permet aussi de fuir la réalité d'un corps en souffrance et la réalité tout court. Voyez, les soldats qui reviennent de la guerre avec un syndrome de stress post-traumatique et qui n'ont pas de soutien, qui ne reçoivent pas un soutien approprié, ils vont tous sombrer dans la drogue et l'alcool et finalement se retrouver à la rue. Alors qu'à l'opposé, ceux qui sont aidés et ceux qui sont soutenus vont guérir. Donc, fort heureusement, notre compréhension du traumatisme a transformé l'accueil et l'accompagnement des soldats, notamment atteints de syndrome de stress post-traumatique. Mais vous savez aussi que leur cas se situe à l'extrême de ce continuum et certains traumatismes moins sévères sont néanmoins réels et les dépendances peuvent se présenter à ce moment-là comme une impasse. D'où l'importance de comprendre que le traumatisme, et je me répète mais c'est vraiment important, le traumatisme est un arrêt de développement dans un domaine particulier de votre vie ou en général, et cet arrêt de croissance vous coupe de vos ressources, de votre élan à créer du sens et de la vraie valeur de la vie. Les dépendances renforcent le traumatisme en vous gardant dans l'impasse. Si le besoin de plaisir physiologique est tout à fait normal, légitime et vital, il est dangereux de confondre les compensations avec un vrai besoin. Donc si un besoin d'apaisement intérieur est tout à fait légitime, comprenez que les dépendances ne font qu'anesthésier à court terme une souffrance, mais ne la guérissent pas. Et à nouveau, comment sortir d'une dépendance ? Ce n'est pas en luttant contre une habitude ou en se tapant sur la tête ou en se jugeant, mais c'est vraiment de trouver de nouvelles habitudes constructives et non toxiques. Donc pour remplacer une dépendance, si vous jugez qu'il y a une forme d'habitude, de consommation, d'être en relation, de peu importe, quelque chose qui vous semble toxique dans votre vie et vous sentez que vous êtes en dépendance, n'essayez pas de la changer,
mais remplacer cette habitude par de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui sont nourrissantes, qui sont constructives. Et à la longue, votre système nerveux va consolider ces nouvelles habitudes qui vont finalement prendre le dessus en termes d'automatisme sur les anciennes habitudes toxiques. Septième piège du traumatisme, c'est la honte. Et comme tous les autres pièges, la honte n'est pas nécessairement consciente. Elle s'enracine et elle entretient un sentiment d'inadéquation, d'infériorité, d'insuffisance. La honte peut concerner ce qui s'est passé pendant le trauma. Il est fréquent parfois lorsqu'on a subi certaines formes d'abus d'en vivre de la honte. Et la honte peut aussi concerner vos comportements ou certaines habitudes, comme certaines dépendances, par exemple, qui se sont installées malgré vous à la suite du trauma. Ce piège de la honte, ce sentiment d'inadéquation, les dépendances, les échecs, vont être renforcés si vous vous identifiez à ce que vous faites plutôt qu'à qui vous êtes. Autrement dit, si vous confondez qui vous êtes avec ce que vous faites. Et c'est d'autant plus fréquent en cas de traumatisme, puisque le traumatisme favorise l'éloignement de soi, cette mise à distance de soi, et donc le traumatisme favorise une fragilité identitaire, voire l'installation d'une fausse identité. Certains parlent même de faux soi, lorsqu'on parle de traumatisme précoce pendant le développement, pendant l'enfance. Et le cercle vicieux de la honte, c'est que peu importe son origine et ses racines, la honte va vous encourager à dissimuler qui vous faites ou ce que vous faites, et donc va nourrir à son tour un sentiment d'imposture, qui va nourrir à son tour la honte, et finalement c'est ça le cercle vicieux. C'est que plus vous vivez de la honte et plus vous avez envie de vous cacher. Il se peut que vous vous protégiez vous-même des jugements des autres, même si les autres ne vous jugent pas, mais il se peut aussi que vous protégiez les autres de ce qui vous est arrivé. Autrement dit, parfois, de révéler à ses proches ce qui nous est arrivé, c'est intolérable. On se dit, il ne pourrait pas tolérer la douleur de savoir ce que j'ai vécu. Surtout que le traumatisme est contagieux. Donc la honte protège en quelque sorte de cette contagion, mais elle vous enferme. Et j'aimerais vous dire, je vous le dis, de ne pas avoir honte de qui vous êtes, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Je vous le dis quand même. Et il n'est jamais trop tard pour changer de chemin. Mais ce n'est pas vous-même que vous changez. Votre essence profonde est intacte et inaltérable. Il se peut que vous n'ayez même plus accès à votre essence. Et vous vous identifiez à des formes d'adaptation qui ne sont pas qui vous êtes, mais qui sont simplement ce que vous faites et comment vous vous débrouillez dans le monde. Alors si vous avez certainement avantage à changer certaines habitudes, et nous avons tous des habitudes inadaptées puisque la croissance forcément remet en question les habitudes, mais cessez de vous identifier à ce qui vous est arrivé ou à ce que vous faites. Apprenez à vivre à partir de qui vous êtes et découvrez avant tout qui vous êtes réellement. Vous n'avez peut-être aucune idée de qui vous allez rencontrer en approfondissant cette relation d'intimité avec vous-même. Vous savez, quand j'ai commencé ma première thérapie, j'y allais à reculons, j'avais honte de qui j'étais et je craignais donc, en allant finalement gratter en dessous de la surface et faire ce travail d'introspection, je craignais de découvrir des horreurs sur qui j'étais. Aujourd'hui, je vois bien que c'était une aberration, mais à l'époque, ma réalité, c'était que j'étais terrifiée de découvrir qui j'étais en réalité.
Si j'avais su, j'aurais été beaucoup plus vite. Mais voilà, vous n'avez pas besoin, ce qui est, comment dire, un des problèmes du traumatisme aussi, c'est que cela affecte notre jugement, et en particulier notre jugement de nous-mêmes. Et donc de rationaliser dans ce registre-là, c'est contre-productif, puisque ça fait juste nourrir une image négative de soi, sans réellement provoquer cet éveil de compréhension et de clarté et de conscience. Autrement dit, pour sortir de la honte, si vraiment vous vivez de la honte, n'attendez pas qu'elle se dissipe. Trouvez quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance pour reconstruire votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Alors, 8e et dernier piège, je l'ai nommé l'attentisme. Alors, dans le dictionnaire, j'ai pris la peine de vérifier dans le Petit Robert, l'attentisme, c'est une attitude d'attente passive et qui donc renvoie à la passivité. Et encore une fois, vous allez me dire, en quoi est-ce que l'attentisme est-il différent du piège de la démission que j'ai évoqué tout à l'heure? Ce que je désigne ici par l'attentisme, c'est une attitude d'espérance passive. Dans la démission, il n'y avait plus d'espérance ni de foi dans la vie. Par contre, dans l'attentisme, il existe une motivation à agir, mais qui est conditionnelle à rencontrer un sauveur, à rencontrer les bonnes circonstances, à trouver une prise en charge extérieure, à recevoir des signes favorables, un soutien qui vous encourage à continuer. C'est cela que je désigne par l'attentisme. Et donc l'attentisme consiste à attendre que le temps ou que les circonstances arrangent les choses. Et je vous le répète, je l'ai déjà dit, si le passage du temps est souvent nécessaire, il n'est pas suffisant. Et le traumatisme ne cesse pas avec le passage du temps. Le trauma, lui, il va cesser, mais le traumatisme ne cesse pas, pour la bonne et simple raison que le trauma est un événement, et tout événement a une fin, soit parce qu'il se termine de lui-même, soit parce que vous agissez pour y mettre fin, soit parce que vous vous sortez de la situation, mais donc le trauma va toujours se terminer d'une manière ou d'une autre. Par contre, le traumatisme, lui, n'est pas un événement. Revoyez la première vidéo si c'est nécessaire, mais je vous le rappelle, le traumatisme, c'est un fonctionnement physiologique en mode stress de survie. Donc, n'attendez pas un sauveur ni un signe. Vous n'avez pas besoin d'autorisation ni d'intervention divine pour commencer à guérir et à apaiser ce stress interne. Alors, en même temps, je ne dis pas qu'il faut renoncer à accepter de l'aide ou des opportunités quand elles se présentent. Évidemment que je vous souhaite de recevoir de l'aide, de recevoir du soutien, d'avoir des circonstances favorables à votre démarche, mais attendre passivement de l'aide sans agir, c'est ça l'attentisme. Et si vous recevez de l'aide sans passer vous-même en l'action, ce n'est pas une véritable guérison parce qu'il n'y a pas ce mouvement de croissance intérieure. Et nous avons tous besoin d'aide. Si vous n'en recevez pas, demandez-en. Parce que demander de l'aide, c'est une action, ce n'est pas passif. D'accord ? Et je reparlerai de cette voie-là dans la 4e vidéo. Alors, je vous ai présenté du mieux que j'ai pu tous ces pièges du traumatisme et remarquez qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est même le contraire. Autrement dit, nous n'allons pas être tout le temps dans le même piège, il existe des passerelles qui permettent de prendre des raccourcis d'un piège à l'autre. Et c'est cela l'ultime piège, je pourrais l'appeler le méta-piège, c'est de sauter d'un piège à l'autre, de rester juste assez longtemps dans chaque piège, dans chaque habitude contre-productive
pour devenir conscient que vous êtes dans une impasse et d'en sortir pour retomber inconsciemment dans un autre piège, pour y rester assez longtemps, assez pour vous rendre compte de nouveau que c'est une impasse et de sauter comme ça d'un piège à l'autre. Et j'ai pratiqué ce sport très longtemps. S'il y avait une médaille olympique aux Jeux olympiques pour sauter d'un piège à l'autre, je peux vous dire que j'aurais été championne du monde pendant plusieurs années. Et ce sauter d'un piège à l'autre, je l'observe aussi chez les personnes que j'accompagne, et je suis sûre que vous êtes assez lucide pour avoir reconnu par vous-même ces pièges dans lesquels vous tombez avant même que je ne vous en parle. Et donc, la difficulté, c'est que lorsqu'on rentre dans le piège, on ne le voit pas tout de suite. Au début, c'est confortable, c'est sécurisant, mais c'est à long terme que cela devient invivable. Parce que ce sont des impasses de croissance qui consolident les caractéristiques du traumatisme. Vous pouvez revenir à la deuxième vidéo avec les 5 caractéristiques, et vous allez voir que tous ces pièges dont je vous parle consolident ces caractéristiques-là. Alors félicitez-vous si vous reconnaissez certains de ces pièges aujourd'hui, et c'est vraiment le premier pas vers la croissance, c'est la conscience, la lucidité. Le deuxième pas vers la croissance, c'est l'action. Et le troisième pas, c'est la répétition, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est pour ça que j'ai prévu pour vous une 4e vidéo dans laquelle je vous proposerai des pistes qui ne sont pas juste des trucs comme ça, des coups de baguette magique, mais vraiment des façons de vivre différentes qui vont vous permettre de reprendre cette croissance. Et la croissance, elle se met au service de vos projets de vie actuels. C'est ça qui est l'intérêt principal. C'est pas grandir pour grandir, c'est grandir pour avoir une meilleure vie aujourd'hui et demain. Et à l'avenir. Puisque ces aptitudes-là que vous allez acquérir, ce sera votre nouvelle boîte à outils pour construire et choisir votre vie. Pour aujourd'hui, et avant de vous quitter, je voudrais reprendre avec vous notre exercice. Reprenez les notes que vous aviez prises après la première et la deuxième vidéo. Retournez à cette situation problématique que vous avez choisie à la fin de la vidéo 1. Ayez devant vous votre description de comment vous vivez cette situation, quelles caractéristiques dans la vidéo 2 avez-vous reconnues dans votre mode de fonctionnement, et à partir d'aujourd'hui, notez quels sont les pièges dans lesquels vous tombez habituellement lorsque vous êtes face à votre enjeu. Donc, vous pouvez même mettre sur pause la vidéo, écrivez dans vos notes quelle compréhension nouvelle ou quelle perspective avez-vous maintenant sur votre situation, sur votre enjeu. C'est important de l'écrire, sinon vous risquez de l'oublier et de retomber dans vos pièges, puisque les habitudes se font automatiquement et sans effort. Donc écrivez ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, ni par ce que vous faites. Vous n'êtes pas déterminé. Même si vous vous reconnaissez dans certains de ces pièges, ce sont des comportements, des habitudes, mais ce n'est pas vous. Il faut faire une distinction entre ce que vous faites et qui vous êtes. Vous pouvez changer ce que vous faites afin que votre vie reflète mieux qui vous êtes dans votre essence profonde. Donc, laissez en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous avez envie de partager comme résonance personnelle, comme compréhension du traumatisme, et je vous retrouve dans quelques jours pour vous proposer des pistes pour sortir efficacement du traumatisme. À bientôt.